Je m'appelle Christophe Jonlet, je suis un des deux gérants et actionnaires de Soltis. Alors peut-être quelques petits mots sur Soltis. Donc c'est une entreprise bruxelloise qui est située à Evere et qui a été créée en 2008, ce qui en fait un des premiers acteurs et des plus vieux acteurs du secteur photovoltaïque. Et on est actif dans 3 grands secteurs d'efficience énergétique, avec comme fil conducteur en fait les toits. Parce que qui dit toit dit potentiel photovoltaïque, donc des panneaux. Qui dit toit dit potentiellement aussi en dessous du toit de l'éclairage et donc du relamping LED. On est aussi actif, vous en avez parlé avant, sur le relamping LED. Et dit aussi isolation, avec nous un focus sur l'isolation avec des produits naturels, donc du liège, de l'insufflation de cellulose, mais on fait aussi ce qu'on appelle de l'isolation plastique avec d'herbigum. On s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises. Pour donner un ordre de grandeur, cette année, on va faire un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on va installer 800 installations chez des particuliers et une centaine d'installations dans des entreprises. Donc, on est un des acteurs importants du secteur. Et donc, on est à la fois installateur et tiers investisseur. Donc, ça, c'est aussi une particularité de Soltis. On peut faire des offres où les clients sur fonds propres, les clients financent eux-mêmes ou via banque, mais de leur côté, l'investissement. Et on offre aussi la possibilité d'un financement via un système de tiers investisseurs. Peut-être juste un petit mot aussi, on a une société sœur qui s'appelle G-Line et qui est une société agréée à finalité sociale avec laquelle on fait de la réinsertion par le travail. Cette société ne travaille que pour Soltis et fait une partie des installations en fait, photovoltaïques pour Soltis. Donc ça, c'était peut-être intéressant de le souligner. Alors, toute société ou toute ASBL pour l'instant a un défi, c'est un défi énergétique. Et ça commence par quoi? Évidemment, c'est comme on l'a dit, et on peut utiliser Bruxello aussi dans ce cadre-là, c'est une analyse des consommations de l'énergie de l'ASBL ou du particulier ou de la société ou d'une PME. Et c'est important de regarder le profil de consommation, à savoir le profil, quelle est la consommation durant la semaine et durant la journée et durant l'année, puisque la production, si on parle du photovoltaïque, la production photovoltaïque est saisonnière. Fatalement, on produit plus au printemps et en été qu'en hiver. Et donc, nous, Soltis, on peut identifier différentes solutions d'efficience énergétique, à la fois du photovoltaïque, à la fois du LED ou de l'isolation, puisque la meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. Et on est aussi actif depuis peu dans les bornes de recharge électrique pour voitures, puisque c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est un très bon complément d'une installation photovoltaïque. L'idée étant à la fois de faire un investissement seul ou via un tiers investisseur qui permet de réduire la facture énergétique et donc qui est financièrement intéressant pour le client. Et en plus, on fait du bien à la planète et on diminue notre empreinte écologique. Donc on fait vraiment d'une pierre deux coups. Si on se concentre sur le photovoltaïque, les avantages sont nombreux et assez évidents. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le photovoltaïque est vraiment une technologie maintenant qui est éprouvée, puisque les premiers panneaux datent de plus de 50 ans. Donc on a vraiment un retour d'expérience et on sait que la durée de vie en fait, de panneaux photovoltaïques, c'est, je vais dire, entre 20 et 30 ans, dépendant de l'environnement. Mais il y a des installations qui ont plus de 30 ans et qui continuent à tourner tout à fait correctement. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une évolution technologique assez importante ces dernières années, avec une production par mètre carré qui est beaucoup plus importante que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et donc, ça permet en fait de fixer son prix de l'électricité pendant 25 ans, puisqu'on va produire, enfin en tout cas au moins une partie de l'électricité qu'on va consommer va être produite
par des panneaux et on devient donc indépendant par rapport à l'évolution du prix de l'électricité qui, ces 10 dernières années, a été fortement revu à la hausse, que ce soit au niveau principalement au niveau des coûts annexes de transport, etc. Mais le prix pour les clients de l'électricité a augmenté de près de 4 à 5% par an sur les 10 dernières années en moyenne. Si on finance sur fonds propres, et en région bruxelloise, on a le système de certificat vert qui existe, qui a un soutien en fait par rapport au photovoltaïque. J'y reviendrai plus tard, je l'expliquerai plus en détail. Et donc, on a des revenus, au-delà de l'électricité qu'on a produite, on a des revenus supplémentaires liés à la revente de ces certificats verts. Actuellement, alors c'est très difficile de donner des chiffres exacts parce que ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, dépendant de la taille de l'installation et de la facilité ou difficulté d'installation, qui va avoir évidemment un impact sur le coût. Mais on est sur des taux de return entre 4 et 7 ans, donc c'est des investissements vraiment très rentables en région bruxelloise. La région bruxelloise étant la région en Belgique qui a le régime le plus favorable pour le photovoltaïque encore aujourd'hui. Alors, si on parle du système de tiers investisseur, le client va bénéficier d'un cash flow positif dès la première année. Alors, c'est difficile de parler de return sur investissement puisqu'il n'y a pas d'investissement de la part du tiers investisseur. Donc, en fait, en théorie, on a un return infini. C'est un peu magique, mais donc sans rien investir, un client qui va prendre une solution tiers investisseur photovoltaïque va avoir un cash flow positif tout de suite. Alors, le système tiers investisseur de Soltis, c'est un système on n'est pas les seuls à faire du tiers investisseur, donc c'est un système assez classique. Le principe étant que le tiers investisseur va être propriétaire de l'installation photovoltaïque pendant 10 ans, va la financer, va en assurer la gestion et va même l'assurer aussi, donc va couvrir tous les coûts d'assurance et va faire le suivi de la production et de la maintenance pendant 10 ans. Donc, le tiers investisseur, il met à disposition pendant 10 ans cette installation photovoltaïque au bénéfice du client. Le grand principe actuel étant que l'électricité est mise à disposition du client. Et vous allez me demander évidemment comment le tiers investisseur peut vivre. Lui, il garde les certificats verts pour assurer le financement de cette installation et pour assurer la maintenance pendant 10 ans. Après 10 ans, qu'est-ce qui se passe? L'installation est vendue pour 1 euro symbolique au client. Donc, il en devient propriétaire après 10 ans et donc pourra continuer à bénéficier de l'électricité pendant toute la durée de vie de l'installation. Que dire d'autre? Le contrat, en fait, c'est un contrat qui a 2 volets. Dans le premier volet, le client s'engage en fait à mettre à disposition pendant 10 ans son toit. Et c'est ça la majeure partie de son engagement contractuel, c'est de pouvoir, enfin le tiers investisseur veut être sûr qu'il pourra me laisser son installation pendant 10 ans. Et une autre obligation du client, c'est fatalement aussi qu'il s'engage à ne pas rajouter d'ombrage volontairement sur l'installation qui a été faite, par exemple en rajoutant un drapeau ou que sais-je, puisque l'ombre est évidemment l'ennemi du photovoltaïque. Mais bon, ce n'est pas une contrainte très importante, on va dire que c'est une contrainte liée à une gestion de bon père de famille. En contrepartie, le deuxième volet du contrat, ce sera une mise à disposition de l'installation par le tiers investisseur au profit du client, qui lui alors bénéficiera de l'électricité. Alors dans le passé, on verra, j'ai des exemples concrets à vous montrer. Dans le passé, on pouvait aller plus loin et le tiers investisseur payait même un loyer
au client pour pouvoir mettre son installation. Dans le nouveau régime, ce sera plus difficile, mais alors ce sera au cas par cas, dépendant de la taille de l'installation. Mais pour des installations, on va dire classiques, on devrait être toujours dans une mise à disposition gratuite de l'électricité par le tiers investisseur au profit du client. Alors, quelques références. Ici, simplement pour dire aussi, par exemple, qu'on a fait pas mal de maisons de repos, parce que j'ai entendu que c'était aussi un des secteurs ici présents. Les maisons de repos sont un très bon client parce qu'ils ont une consommation assez constante au niveau électrique. Alors ici, le premier exemple, c'était un marché public qui avait été fait en 2017 par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, entière investisseur, et qui portait sur 7 sites où il y a des écoles, il y a la maison communale, il y a un atelier, etc. Il y a différents bâtiments, une crèche aussi. Donc c'est une installation quand même relativement importante, au total relativement importante. Il y a 2315 modules, panneaux, et ça représente une puissance, bon je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de 637 kW/crête, mais qui permet en tout cas par an de produire 573 300 kWh. Donc c'est quand même une production assez importante. Pour donner un ordre de grandeur, la consommation moyenne d'un ménage d'une famille wallonne est de l'ordre de 4000 kWh par an. Donc ici, on parle de la production équivalent à quelque chose comme 125 maisons avec en moyenne 4 habitants. Donc on parle d'un petit village. On produit l'équivalent de la consommation électrique d'un petit village de 125 maisons. Alors là, l'autoconsommation estimée était de l'ordre de 50%. C'est souvent, par exemple, dans des écoles, c'est souvent ce que l'on a. Il faut savoir que la plupart des écoles, le week-end sont fermées, donc la production du week-end n'est pas totalement utilisée, même s'il y a tout ce qui est informatique, etc., continue, ou les frigos continuent à consommer. Et les vacances aussi, où on produit beaucoup, par exemple, dans les écoles, fatalement, il y a moins d'autoconsommation. Là, à l'époque, ça a été en 2017, on payait un loyer. Donc, ils avaient à la fois, la commune de Woluwe-Saint-Pierre bénéficie à la fois de l'électricité gratuite, produite, et celle qui n'est pas autoconsommée est vendue au profit de la commune. Donc, toute l'électricité, tout le bénéfice de l'électricité, c'est pour la commune, et en plus, elle bénéficiait d'un loyer annuel. Un autre exemple récent, c'est l'Université libre de Bruxelles, où on a installé là aussi une grosse installation avec plus de 4000 modules sur 12 sites, à la fois à Erasme, au Solbosch et à La Plaine. Et donc là, on produit plus d'1 million de kilowattheures par an. Là, l'autoconsommation, la consommation de l'ULB est assez importante, donc il y avait plus de 90% de l'électricité produite qui est autoconsommée. Et également paiement d'un loyer. Donc plus les installations sont grandes, plus entre guillemets il y a des économies d'échelle et donc le coût d'installation par panneau est plus faible et donc on peut rétribuer beaucoup plus. Dans le système du tiers investisseur, il faut s'imaginer qu'il y a une tarte qui correspond aux économies d'énergie générées plus les certificats verts. Et plus cette tarte est grande, elle est partagée entre le client et le tiers investisseur. Ça, c'est vraiment le principe. Un autre élément qui est important à dire, c'est que ce qui est beau dans le système du tiers investisseur photovoltaïque, c'est que les intérêts du client et du tiers investisseur sont complètement alignés. À savoir, le tiers investisseur, il est rémunéré par le système de certificats verts, j'y viendrai par la suite. Et ces certificats verts, ils dépendent de la production de l'installation photovoltaïque. Donc, plus on produit d'énergie photovoltaïque, d'électricité photovoltaïque, plus on reçoit de certificats verts.
Et donc, le tiers investisseur a vraiment intérêt à avoir une installation qui est performante, et à la maintenir tout à fait du mieux possible pour générer le plus de revenus. Et en faisant ça, il avantage aussi le client, puisqu'on va produire plus d'électricité qui, elle, est au bénéfice du client. Donc, les intérêts et du client et du tiers investisseur sont tout à fait alignés, ce qui est rare dans une relation client-fournisseur. Alors ici, simplement, c'est aussi, on est en train de terminer ces installations, c'est installé cette année. Euh, c'est un client très connu, Proximus. Donc les 10 sites à Bruxelles, sur 10 sites, c'est surtout des data centers en fait, et le siège. On termine l'installation de 1846 modules, là aussi avec une autoconsommation importante de 90%, puisque tout ce qui est data center est assez gourmand en électricité. Et là, il y avait paiement aussi dans le loyer. Quand on parle de grandes installations comme ça, dans le système actuel, on sait encore payer des loyers. Un autre client assez connu, c'est Bipost, qui est un des bâtiments ici à Bruxelles, à Anderlecht, au BX, où sur un toit unique, sur un site, on va installer plus de 2500, enfin 2400 panneaux. Et comme vous le voyez aussi, toutes les installations les plus récentes ont des panneaux qui sont beaucoup plus puissants. Ici, on parle de panneaux Longi qui ont une puissance par panneau de 360 watts crête. Si on revenait à Woluwe-Saint-Pierre, mais qui avait été installé en 2017, on était seulement à 275 watts crête par panneau. Et donc, on voit là toute l'évolution technologique et le gain en puissance qui a été réalisé. À noter aussi que le prix des panneaux a fortement baissé ces 5 dernières années, ce qui a permis, même si le système des certificats verts en région bruxelloise et partout en Belgique a été revu à la baisse année après année, puisqu'on avait en région bruxelloise, il y a 5 ans, on avait 5 certificats verts par kilowattheure produit. Aujourd'hui, on est à 2,4, mais j'y reviendrai plus tard dans l'explication du système des certificats verts. Alors, ça c'est évidemment une question importante, c'est à partir de quel moment ça peut être intéressant de faire du tiers investisseur. Il y a toute une série de coûts dans le tiers investisseur, notamment la rédaction de ces contrats. Donc il y a une taille minimum en dessous duquel un tiers investisseur ne peut pas être rentable. Elle est d'environ aujourd'hui, et tout dépend aussi évidemment de l'évolution du régime des certificats verts, mais aujourd'hui en région bruxelloise, on parle de plus ou moins 55 panneaux, c'est-à-dire une surface en toiture plate de l'ordre de 200 mètres carrés. En dessous, c'est vraiment très difficile de mettre en place un système de tiers investisseur à cause des coûts fixes que je vous ai mentionnés. Et là, alors, il vaut mieux peut-être s'orienter ou envisager une solution sur fonds propres avec éventuellement un financement bancaire. Et les taux actuels de financement sont très 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 bas et très intéressants, donc ça peut être aussi une solution. Et donc à partir de 200 mètres carrés, on peut, en toiture plate, on peut imaginer un système de tiers investisseur à Bruxelles. Si on parle de toiture inclinée, alors l'idéal c'est à 35 degrés, oui, j'ai mis pourcent, mais c'est degrés. Là, la surface est divisée par deux, en fait, puisque sur une toiture plate, on doit écarter les panneaux pour éviter l'ombrage d'un panneau sur l'autre, pardon. Tandis que si on a une toiture inclinée, on peut remplir toute la toiture, pour autant qu'elle ne soit pas exposée plein nord, évidemment. Et donc, en termes d'orientation, tout est envisageable à partir... Alors, en toiture plate, c'est facile parce qu'on peut orienter les panneaux au mieux. Et en toiture inclinée, on peut envisager une installation, comme je vous l'ai dit, c'est entre l'est et l'ouest, donc il faut fatalement une toiture inclinée plein nord ne peut pas être utilisée. Alors, je mentionne ici un petit outil qui, est aussi, qui a été développé par la région bruxelloise, qui permet en fait d'avoir une idée du potentiel photovoltaïque, même si c'est pour des maximum 10 kW crête, mais c'est intéressant d'aller regarder éventuellement. Et nous, on considère aussi qu'il faut
une autoconsommation de minimum 50% pour que ce soit intéressant pour le client et même intéressant économiquement parlant globalement. Mais donc cette analyse du potentiel photovoltaïque peut être assez rapidement faite par Soltis ou par d'autres installateurs. Simplement en donnant l'adresse avec Google Earth, on peut aller facilement visualiser la toiture, voir le potentiel qui est là. Et on a besoin simplement de votre consommation, de votre dernière facture électrique annuelle avec votre consommation et votre prix de revient de l'électricité. Et on peut assez facilement vous donner une idée du potentiel photovoltaïque et économique de votre toit. Alors, ben, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, ce fameux mécanisme des certificats verts, qui est le principal mécanisme de soutien actuel à Bruxelles pour des installations photovoltaïques. Alors, en fait, il y a un grand changement qui est en cours. Actuellement, jusqu'à la fin de cette année civile, donc jusqu'au 31 décembre 2020, en général, je vous montrerai on a 2,4 certificats verts bruxellois, il faut bien préciser, puisqu'il y a des certificats verts pour les installations en Wallonie, mais les certificats verts bruxellois et wallons sont deux choses différentes. Donc, pour tout 1000 kWh produit sur base d'une installation photovoltaïque, on reçoit 2,4 certificats verts. Alors, on les reçoit, c'est un système, donc c'est assez simple. C'est tous les 3 mois, on peut déclarer la production d'électricité qui est faite par votre installation. Il y a en fait un compteur, ce qu'on appelle un compteur vert qui est placé sur votre installation et qui mesure qui est agréé et qui mesure la production de votre installation. Vous relevez ça, vous l'encodez, en fait tout se fait électroniquement sur un site qui est prévu pour cela, et on vous attribue, comme sur un compte titre, des certificats verts. Ces certificats verts, il existe un marché pour les vendre, et c'est pour ça que je précisais bien, les certificats verts bruxellois, ils valent beaucoup plus cher que les certificats verts wallons. Pourquoi? Parce que le potentiel en fait d'énergie renouvelable à Bruxelles est beaucoup plus faible, on va dire, qu'en Wallonie. Des éoliennes, c'est très compliqué d'en mettre à Bruxelles. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc, il y a différentes filières d'énergie renouvelable qui permettent d'obtenir des certificats verts. C'est ce qui a créé d'ailleurs la bulle aussi en Wallonie. Les éoliennes et la biomasse. Et ces deux filières-là, et le photovoltaïque, ça c'est les 3 grandes filières. Comme je l'ai dit, l'éolien, le potentiel à Bruxelles est plus que limité, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Et la biomasse, c'est un charroi de véhicules à amener, etc. Donc le potentiel à Bruxelles est aussi beaucoup plus limité, et c'est beaucoup plus intelligent de mettre ces centrales biomasse près des matières premières, ça veut dire en campagne. Donc reste en fait seulement comme principale filière renouvelable le photovoltaïque, avec aussi à Bruxelles une densité urbanistique beaucoup plus grande, où on va beaucoup plus en hauteur, et donc avec souvent aussi sur les toits des techniques, et donc un potentiel de toit beaucoup plus limité que dans les autres régions. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu cette bulle, l'offre de certificats verts à Bruxelles est restée limitée par rapport au système qui a été mis en place, pas la bulle qu'on a eue en Wallonie. Et donc, le prix des certificats verts actuels à Bruxelles est de l'ordre de 95 €. Alors que le prix des certificats verts en Wallonie aussi entre 65 et 67, 65 € étant le prix garanti à la fois à Bruxelles et en Wallonie pour les certificats verts. Un autre soutien qui existe, au-delà de subsides plus spécifiques qui pourraient être obtenus
pour des audits énergétiques, mais là, je renvoie à Bruxelles. Il existe une déduction fiscale pour les PME qui est de l'ordre de, pour tout ce qui est investissement économisateur d'énergie. Et ça, c'est à vérifier par rapport au statut des ASBL ou à votre statut spécifique. Je vous renvoie à votre comptable parce que ça change tout le temps. En tout cas, il faut demander en tout cas à votre comptable ou à votre expert fiscal si vous avez droit à cette déduction fiscale. Et dans le cadre du Covid, cette déduction fiscale va être augmentée à 25% pour tous les investissements réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre. Donc ça, c'est aussi quelque chose à regarder. Alors, comme je vous le disais, les 2,4 certificats verts à Bruxelles, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Il a été annoncé, ce n'est pas encore passé dans les textes de loi, mais un changement du système des certificats verts. Il devait normalement être rentré en vigueur plus tôt. On avait parlé du 30 juin ou du 1er juillet de cette année, mais suite au Covid, ça a été repoussé. Et vraisemblablement, voici le nouveau système de certificats verts qui va être mis en place, puisque c'est sur base de propositions de Bruegel, qui est l'organisme qui, à Bruxelles, gère cet aspect-là. Selon toute vraisemblance, son avis va être suivi et va être transformé en texte de loi. Et donc, voici, vous voyez ici en dessous, donc dans le deuxième cadre, les nouveaux coefficients de certificats verts qui seront obtenus et donc qui diminuent en fonction de la puissance installée. Et donc, entre 6 et 36 kW/crête, on est toujours à 2,4. Et donc là, il n'y a pas de changement. Et ça diminue progressivement, plus la puissance augmente. La logique derrière est, comme je vous l'ai dit, plus on a une grande installation, plus il y a d'économies d'échelle et moins le coût par kilowatt-crête installé, par panneau installé, est élevé. Et donc, la logique est suivie aussi dans le soutien des certificats verts. Alors, si on regarde les grandes étapes d'un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est l'identification du potentiel photovoltaïque de votre toit. Ça peut être fait assez rapidement, simplement votre adresse et votre consommation électrique annuelle. Et sur base de ça, on peut déjà faire vraiment très rapidement une pré-analyse. Au niveau du toit, ce qui est quand même important de dire, c'est si vous savez que vous allez devoir réparer votre toit parce qu'il y a des fuites dans les 2-3 prochaines années, il vaut mieux faire la réparation avant, évidemment, d'installer les panneaux, parce que sinon, on doit les enlever pour faire les réparations. Donc ça, il faut aussi que le toit soit dans un état correct avant d'installer des panneaux dessus. Sinon, ce sera évidemment embêtant, puisqu'on devra bouger les panneaux pour réparer votre toit. Et donc, sur base de ce potentiel, on peut vous faire une offre assez rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est au cas par cas. Soit vous avez un très beau potentiel photovoltaïque et ça nous permet aux tiers investisseurs de vous payer un loyer. Mais là, c'est valable que pour les grandes installs en général, surtout dans le nouveau système. Vous nous engagez en contrepartie à mettre votre toit à disposition. Et là, si cette offre vous convient, on peut rapidement signer un contrat. La suite, c'est tout l'aspect plus opérationnel et technique lié à l'installation. Une fois que le contrat est signé, on fait une visite de validation technique sur place pour vraiment regarder par où vont passer les câbles, etc. On valide tout ce qui a été envisagé sur place. Et on doit faire aussi une étude de stabilité, en fait, qui est faite par un bureau indépendant, qui est aussi prise en charge par le tiers investisseur,
pour s'assurer que votre toit est suffisamment costaud pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Pardon. En général, si on peut marcher sur votre toit d'expérience, il y a 99 chances sur 100 qu'on puisse installer des panneaux. Pour vous donner une idée, on est entre 15 kg et 20 kg par mètre carré de poids pour les panneaux, de poids supplémentaire. Donc ce n'est pas énorme. Et donc, si vous avez un toit en béton ou un toit en état correct sur lequel vous pouvez marcher, ce n'est pas du tout un souci. Fatalement, si l'étude de stabilité est négative, ben là, on ne sait pas installer de panneaux et chacun rentre chez soi et le projet s'arrête là. Il peut parfois y avoir quelques petites modifications parce que sur base de la validation technique, on se rend compte qu'on peut installer un peu plus de panneaux ou un peu moins, mais en général, c'est vraiment à la marge. Et souvent, c'est ce qui avait été prévu avec Google Earth s'avère vrai. Et donc, à la marge, on propose au client ou on dit, on peut mettre un peu plus de panneaux, est-ce que ça vous intéresse ou pas, ou un peu moins, et voilà. Mais donc, il peut y avoir quelques petites modifications, mais c'est assez rare. Après, on arrive à l'installation proprement dite. Une installation de panneaux photovoltaïques est assez rapide, en fait. Elle va prendre entre quelques jours et maximum 2 semaines, en fait. Même une grande installation, on peut la faire en 1 semaine, 2 semaines. Donc, on peut installer 1000 panneaux en 1 semaine. Donc, voilà, ça peut aller relativement vite. Pour l'aspect vraiment chantier, après, il y a toute une série de choses qui doivent être faites, comme la réception électrique via un institut, c'est ce qu'on appelle le contrôle RGIE. C'est une réception de l'installation via un institut, un organisme agréé comme Vinsot par exemple, qui est aussi pris en charge par donc tous les éléments. Il n'y a pas de surcoûts qui devront être pris en charge par le tiers investisseur. Tout ça est pris en charge par le client, pardon. Tous ces coûts sont pris en charge par le tiers investisseur. Et donc nous avons ce fameux contrôle RGIE qui est très important parce que c'est lui qui fait date. La date de ce contrôle est la date qui est utile pour le régime des certificats verts. Donc si on veut bénéficier du régime actuel, qui est valable jusqu'au 31 décembre 2020, il faut que la réception électrique soit effectuée avant le 31 décembre. Alors peut-être juste un petit mot à ce sujet. Pour l'instant, la plupart des installateurs, et dont Soltis, nous, on est full jusqu'à fin d'année. Donc, c'est plus possible pour nous, et à mon avis, ce sera très difficile de trouver un installateur, si vous n'avez pas encore déjà votre projet qui a été signé, d'être dans le régime en 2020. Mais comme vous l'avez vu, c'est toujours possible l'année prochaine de faire un projet tiers investisseur ou fonds propres qui est rentable. Ce sera un peu moins rentable, malheureusement, pour les grandes installations, mais c'est toujours possible. Après le contrôle et la réception électrique, il y a une visite Sibelga qui, elle, est destinée à l'obtention des certificats verts. Donc, c'est fait dans la foulée. Ça dure. Que ce contrôle ou la visite, c'est des contrôles qui durent 1 heure. Hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et après la visite Sibelga, on peut mettre en service l'installation. Alors, je vous ai mentionné ici, c'est vrai que je vous ai parlé d'une convention en 2 volets, hein, qui est signée entre le client et le tiers investisseur. Parfois, mais c'est moins le cas quand on est dans du secteur public ou semi-public, c'est plus le cas quand on travaille avec des PME, on signe aussi aux frais du à charge du tiers investisseur, un droit de superficie, en fait, qui est la reconnaissance de la mise à disposition du toit, mais devant notaire, pour que ce soit un droit réel qui est opposable au tiers. En fait, pourquoi on fait ça? Si nous, on installe des panneaux sur une PME et qu'elle tombe en faillite, le curateur peut dire les panneaux sont à moi parce qu'on n'avait pas un droit réel. Donc, c'est simplement pour se protéger en cas de faillite du client que le tiers investisseur fait ça. Et c'est simplement, en fait, c'est la même convention qui est signée sous seing privé de mise à disposition qui est signée devant notaire.
simplement ça. Mais ça prend un peu de temps et c'est souvent plusieurs mois après l'installation. Bon, ici, vous avez évidemment maintenant simplement tout ce que je viens de vous expliquer. Vous avez une ligne du temps, comme ça, c'était beaucoup plus graphique et clair de la vie d'un projet tiers investisseur. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Merci pour votre attention et si je ne m'abuse, s'il y a des questions, il y a une séance de questions-réponses. Oui, bonjour, je m'appelle Kelly Timperman, je suis conseillère chez Bruxeo. C'est moi qui me charge des questions. Donc, on a remarqué qu'il y a plusieurs questions. Donc, elles se trouvent tous dans la conversation. Je vais reprendre à partir du Je n'ose début. pas y aller parce que peut-être comme j'ai pris le contrôle, ou alors j'y vais. Non, non, je vais les lister à chaque fois. Donc, je vais les relire à voix haute. Alors, il y avait une première de Muriel Jadoul. Donc, quel est le prix de vente d'un kilowattheure qui n'est pas autoconsommé? Alors actuellement, donc ça c'est c'est des contrats mais on assiste les clients pour les mettre en place. En général, c'est avec le fournisseur, c'est le plus simple, ou vous n'êtes pas obligé avec n'importe quel fournisseur d'électricité, vous pouvez revendre votre électricité qui est injectée sur le réseau. Alors, ça varie aussi en fonction de la saison et de l'offre. Le prix étant plus élevé en hiver parce qu'il y a moins de production et moins élevé en été. En moyenne, actuellement, c'est de l'ordre de 30 à 35 cents. Il faut savoir, et là c'est c'est certainement intéressant de le dire, c'est pour ça que le prix de revient all-in en moyenne est de l'ordre de 150 à 200 cents un, pour un moyen consommateur à Bruxelles, disons 150 cents. Et donc, quelque part, on paye son électricité 150 cents, et quand on la réinjecte, on peut la revendre que 35. Et c'est pourquoi l'autoconsommation est un élément important, puisque vous avez intérêt à la consommer, en fait, l'électricité que vous produisez, parce que si vous ne la consommez pas, vous allez la revendre 4 fois moins cher que si vous l'aviez consommée. Et donc, l'économie est beaucoup plus grande quand on autoconsomme. Et c'est pour ça qu'on dit, en général, il faut essayer d'avoir une autoconsommation de 50% minimum, parce que ça augmente la rentabilité pour le client, là. Mhm. Ok, merci beaucoup. Je continue. Oui, donc il y avait juste Monsieur Batunes qui disait que c'était bien donc 2,4 CV par mégawattheure et pas par kilowattheure, mais ça c'est, je Ah pense oui, que pardon. vous l'avez redit après dans votre Oui, présentation que c'était pour par 1000 1000, kilowattheures, oui, j'ai ouais, vu. 1000 kilowattheures, donc c'est Pardon. juste. Euh, alors, oui, il y avait Monsieur Dubuc qui mentionnait donc que la signature du contrat se faisait avant la visite et la clarification de l'installation. Donc je suppose qu'il posait la question. euh, Pourquoi? oui, pourquoi et du fait que vous n'avez Alors, pas encore vu alors, l'installation directement, ouais, quoi. ça dépend des projets, hein, mais il y a des projets, si on a des doutes, on fait une visite avant. Mais en général, fatalement, alors, là, c'est plutôt la société Soltis qui parle. Quand on fait une validation technique, c'est vraiment une validation précise, donc ça peut prendre une demi-journée, donc c'est des coûts pour nous. Et donc on ne Mhm. peut pas faire des validations techniques partout tant qu'on n'est pas sûr de signer le contrat, parce que sinon on va vraiment avoir des problèmes financiers. Alors quand c'est des gros projets où il y a un doute, on fait en général, on inverse, on fait quand même la validation technique avant. Mhm. Ok. Euh, alors, Lauriane Tribel qui pose la question de qu'est-ce qui se passe si le tiers investisseur fait faillite, je suppose pendant les 10 années que l'installation existe. Et est-ce que le client doit payer le solde du restant dû au curateur? Devient-il de facto propriétaire de l'installation lors de la faillite? Voilà. C'est une bonne question. Euh, donc en fait, les tiers investisseurs,
comment c'est structuré, les installations sont mises dans une société qu'on appelle un SPV, un Special Purpose Vehicle, dans lequel il n'y a que des installations. Cette société, ici, on est vraiment... Parce que parfois, dans le passé, il y a eu un peu des arnaques avec ce qu'on appelait tiers payant, où le client, sans le savoir, si la personne qui lui avait vendu ça sous une forme tiers investisseur t'occupe pas de rien, etc., s'il y avait défaut du tiers payant, bah, c'était lui qui devenait de facto euh, responsable de la dette. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc, c'est un vrai tiers investisseur où le client, en fait, n'a rien à voir. On ne va pas lui demander de signer quelque chose en disant vous êtes caution de notre prêt. Comment on structure? C'est dans une société dans laquelle, en général, il y a 20 à 25% du montant de l'investissement qui est financé via des fonds propres de la société. Le reste, c'est via un emprunt bancaire auprès d'une banque. La banque, elle, n'a qu'une garantie sur la société, pas sur le client. Si la société tombe, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le tiers investisseur, pas pour nous, puisqu'il va se retrouver, donc il sera garant de rien, mais il va se retrouver en face de qui? En face de la banque, qui soit va reprendre le contrat tel quel et va gérer le tiers investisseur, ou plus vraisemblablement va essayer, comme c'est pas vraiment son métier, va soit essayer de revendre ça à quelqu'un d'autre, ou va trouver le client et va lui dire, bon, on ne peut pas trouver un arrangement, voilà. Parce qu'il ne sait pas, enfin, quelque part, il ne va pas revenir rechercher l'installation. Il n'y a aucune logique économique, ça lui coûtera plus cher d'aller rechercher l'install que ce qu'elle vaut, parce qu'on ne sait pas, le marché, on ne revend pas des panneaux d'occasion, en fait, hein, ou à des prix très, 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 très bas. Et la valeur de l'installation est liée, en fait, au régime des certificats verts qu'elle a obtenu, mais c'est lié, elle doit rester là pour avoir ce régime de certificats verts. Donc en fait, le client va se retrouver avec soit rien ne change parce que le banquier va continuer, ou le banquier va lui proposer quelque chose. Il est en position de force en fait pour négocier avec le banquier. Et pour rassurer, en général, c'est un business tiers investisseur assez prévisible. Et donc, parce que en fait, la production, ça c'est intéressant aussi de le dire, la production photovoltaïque est assez stable d'année en année. En éolien, on peut avoir une bonne année de vent à plus 25, plus 30% par rapport à une année moyenne. Et là, ça peut vraiment faire une différence. En photovoltaïque, on est plutôt à plus 5%, moins 5% en moyenne sur l'année. On a l'impression qu'il y a des années où il fait vraiment beau et d'autres pas. Mais en moyenne sur l'année, le nombre d'heures de soleil est très constant. Donc c'est un business très prévisible. Et donc à ma connaissance, en Belgique, il y a très très peu, ou il n'y en a pas, je n'en connais pas, il n'y a jamais eu de faillite de tiers investisseurs, si on peut rassurer aussi de ce côté-là. Et même s'il y en avait une, pour raison X ou Y, comme je vous le dis, le client est plutôt en position de force. Ok, je vous remercie. N'hésitez pas, ceux qui ont posé les questions, si jamais c'est pas assez complet ou vous avez encore des questions, n'hésitez pas à réécrire encore. Alors, je vois plusieurs autres questions, mais qui vont être abordées par Jonathan Fronoff. Euh, donc, comme par exemple la question de euh, Brigitte Houtman sur si elle a le choix d'autoconsommer ou revendre, comment est-ce que ça se passe. Donc ça va être abordé par Jonathan dans la prochaine présentation. Donc je propose qu'on l'aborde pas maintenant. Quelle est la durée de vie d'un panneau, quid de son recyclage, etc. Ça aussi, Jonathan va en discuter tout à l'heure. Je vais peut-être alors reprendre juste encore la question d'Antoine Simon. Donc, comment les tiers investisseurs se préparent-ils à la future réglementation régionale sur les projets d'autoconsommation collective en termes d'équipements installés au moment de l'installation des panneaux? Ben, je ne comprends pas. Enfin, euh, pour ces projets, Autrement, pour ces si, projets-là, si en c'est fait, pas... c'est simplement, bah, en fait, ça a été mis dans la présentation, d'où l'importance de l'autoconsommation. Donc, l'installation en tant que telle, il n'y aura pas de différence. C'est juste dans l'optimisation ou dans l'étude qui va être faite pour optimiser la puissance à installer,
on va calculer beaucoup plus finement, on va s'assurer d'avoir une autoconsommation de 50%. Il faut savoir, par exemple, qu'en Wallonie, dans le système qui prévalait il y a 5 ans, il y avait déjà ce système d'autoconsommation, donc pour le photovoltaïque, pour pouvoir avoir droit au certificat vert wallon en industriel, il faut chaque trimestre montrer qu'on a autoconsommé 50% de la production. Donc ce système existe déjà. Et donc, on va juste être plus attentif encore à cette autoconsommation. Et là, peut-être juste préciser que pour être très fin, ce que nous, on utilise, mais ce n'est pas toujours disponible, ça dépend du compteur qui est installé chez le client, c'est ce qu'on appelle les compteurs quart horaire. Ce sont des compteurs qui, tous les quarts d'heure de la journée, mesurent la consommation. Et comme j'ai expliqué, c'est assez simple, hein, c'est assez prédictif. La production de panneaux est très prédictive. On a des modèles maintenant avec des statistiques sur 30-40 ans de production. Et donc, nous, on s'est modélisé, en fonction de l'installation qu'on envisage, on s'est modélisé un profil de production assez précis, jour par jour de l'année. Et si on a les quarts horaires en face de la consommation, on regarde, on met les deux profils l'un en face de l'autre, et on peut calculer une autoconsommation avec une précision assez importante. Donc, quand on a ces quarts horaires, c'est vraiment, on a des modèles qui nous permettent vraiment d'estimer l'autoconsommation très précisément. Alors, par contre, ce qu'il faut vraiment être conscient aussi, c'est s'il y a des changements structurels dans la société ou dans la SBL parce que on s'agrandit à une nouvelle ligne de production ou parce qu'on va faire un relampinglet alors qu'on consommait beaucoup d'énergie, ou parce qu'on va mettre des bornes de recharge électrique parce que tout le monde commence à passer aux voitures électriques, ben ça, il faut estimer ça. C'est ça le plus dur, c'est d'estimer l'évolution de la consommation. La production, on la connaît, mais s'il y a une évolution structurelle qui se passe dans les années à venir, c'est là qu'il faut être le plus attentif.